Je me présente, je suis Antoine Bedel, je travaille à la DESOL, à la Direction des Solidarités à la Ville de Paris. Et comme on vient de vous l'expliquer, nous prenons la suite du dossier. Et une fois que la MDPH a pris sa décision, elle nous la notifie. Et nous, notre travail, c'est de reprendre une décision administrative sur laquelle va se baser le paiement. Petite précision, donc on travaille à la sous-direction de l'autonomie au sein de la direction des solidarités de la Ville de Paris. Et la Ville de Paris a une petite particularité, c'est que la Ville de Paris est aussi un département. Alors, partout en France, c'est les départements qui s'en occupent. À Paris, c'est la Ville de Paris qui s'en occupe. Voilà. Et petite précision aussi, le service s'occupe de la PCH, mais s'occupe d'autres aides à l'autonomie, notamment l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées et l'aide sociale à l'hébergement. Voilà. Cela étant dit, on va vous parler rapidement de quelques chiffres. Ensuite, on va vous présenter le circuit du dossier et la mise en œuvre dans le service. Quelques chiffres très rapidement que je vais vous présenter. Ensuite, je vais passer la parole à Odile et Ramona sur la suite du dossier. Aujourd'hui, donc, la PCH pour la Ville de Paris, c'est près de 8000 bénéficiaires, dont près de 500 sur la PCH enfant et près de 7500 pour la PCH adulte, et 81% des bénéficiaires ont moins de 65 ans. Ce qui est tout à fait logique avec ce qui a été expliqué précédemment par rapport aux conditions d'ouverture du droit à la PCH. Voilà. Sur ces près de 8000 bénéficiaires, les bénéficiaires sont payés soit par CESU ou télégestion, qui est un paiement direct au prestataire pour les aides humaines, soit par virement sur compte, accompagné d'un contrôle d'effectivité, ou enfin un règlement par facture aux bénéficiaires ou directement aux fournisseurs pour les aides techniques directes notamment. Voilà, je vais passer la parole à Odile, qui va vous expliquer le circuit d'un dossier, comment le dossier est traité chez nous, une fois que la MDPH a pris la décision et nous l'a transmise. Bonjour à tous, voilà, donc je me présente, je suis Odile Faux, je travaille à la mission de service aux usagers à la DESOL et je vais reprendre un petit peu le circuit de la demande après ce que vous a expliqué ma collègue de la MDPH. Donc, une fois que la personne en situation de handicap a déposé une demande qui a fait l'objet d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire à la MDPH, le dossier est donc présenté à la CDAPH, donc ça vous le savez, à la Commission des droits d'autonomie des personnes handicapées, et cette décision, la Commission émet ou une décision favorable ou un refus à l'attribution de l'aide proposée. Cette commission se réunissant tous les mardis. Le lundi suivant, donc, cette commission, la direction des solidarités reçoit une liste des dossiers qui sont passés en CDAPH pour lesquels une ou des aides PCH ont été accordées. La DESOL ne reçoit que les décisions favorables. Hein. Donc ça, les décisions de refus vous sont notifiées, mais elles ne sont pas communiquées auprès de la DESOL. Notre mission à nous, mission des services aux usagers, c'est dans un premier temps, excusez-moi, de s'assurer que les conditions réglementaires sont respectées, à savoir que le dossier, avant d'être effectivement instruit, en tout cas la notification MDPH instruite, on doit compléter le dossier et demander les pièces justificatives nécessaires à la complétude de celui-ci. Une fois que nous aurons, mais ça on reviendra par la suite sur le nombre des pièces justificatives nécessaires, lorsque la MSU a récolté la totalité des pièces, une instruction est faite, l'instruction des aides relatives à la notification, une décision qui, après, sera adressée à la mission comptable et qui générera une décision de versement. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble. Donc, la mission comptable, je finis simplement le circuit de cette demande. Une fois que la décision est prise au niveau de la mission de service aux usagers, la mission comptable reçoit la liste des dossiers instruits la semaine précédente et elle reçoit donc tous les lundis suivants. Donc, vous voyez, c'est une étape. Il y a la commission, la CDAPH, ensuite l'instruction par la MSU et après la liste qui est adressée à la mission comptable pour les paiements. La mission comptable met alors par la suite en paiement cette notification.
où elle a lieu, elle vous demande, par le biais d'un petit courrier, des pièces complémentaires pour payer la rétroactivité. Et c'est là qu'intervient la raison pour laquelle ma collègue vous a demandé de garder tout ce qui est justificatif, facture acquittée, ticket de caisse, pour justifier de vos dépenses. Voilà. Donc, nous allons... Là, il y a une petite slide qui vous permet de visualiser dans un petit tableau très clair le cheminement de votre dossier. Donc, votre dossier déposé auprès de la MDPH, qui traite votre demande, votre dossier passe en CDAPH. Ces décisions favorables sont transmises donc le lundi suivant à la DESOL et plus précisément à la mission service aux usagers qui a lieu et qui son travail est de récolter les pièces justificatives, de prendre une décision et ensuite cette décision est envoyée à notre mission comptable qui, elle, a pour objet de procéder au versement et de vous demander des pièces justificatives s'il y a lieu pour régler les rétroactivités. Voilà. Donc, la mise en œuvre de la PCH en tant que telle et les documents administratifs. Pardon. Donc, dans un premier temps, vous avez dû effectivement fournir un certain nombre de pièces auprès de la MDPH qui sont souvent, qui sont incomplets ou en tout cas qui sont peut-être plus d'actualité compte tenu du délai dont a parlé précédemment ma collègue. Donc, nous, lorsque l'on reçoit les décisions, les notifications favorables prises en CDAPH, il faut qu'on vérifie un certain nombre de pièces justifiant des conditions réglementaires. Et pour ce faire, on vous envoie un petit courrier si des pièces sont manquantes et l'on doit avoir, dans un premier temps, ce qu'on appelle un formulaire PCH. Donc, ce formulaire que vous recevez chez vous, qui comprend toute la partie administrative et aussi le plan, avec le plan de compensation mis en œuvre. Vous avez également vous demandez justificatif sur la domiciliation parisienne, à savoir les 3 mois de loyer précédents ou les charges, des relevés de charges, un jugement de tutelle ou de curatelle s'il y a lieu, si le bénéficiaire est un représentant légal. Donc, nous avons effectivement besoin de ce jugement de tutelle ou curatelle puisque ça sera notre interlocuteur par la suite et ça sera ce représentant légal qui recevra les notifications et les courriers. Votre dernier avis d'imposition, je précise bien que lorsque c'est une première demande, nous demandons le dernier avis d'imposition. Donc, actuellement, c'est l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024. Une attestation de les droits ouverts à la sécurité sociale ou une copie de votre carte vitale. Un RIB où apparaît bien, je précise, l'IBAN, parce qu'on reçoit des fois des RIB où il y a le numéro de compte, mais pas l'IBAN. Donc, surtout, un RIB. Évidemment, s'il y a un curateur ou un tuteur, le RIB doit mentionner évidemment le nom du curateur ou du tuteur. Et également, et ça c'est indispensable, un titre de séjour en cours de validité pour les personnes concernées. C'est-à-dire un titre de séjour pour les personnes ressortissant hors communauté européenne et une carte nationale d'identité pour les ressortissants de l'Union européenne. Y a-t-il des questions particulières portant sur les documents fournis? Peut-on faire appel à un prestataire avant l'instruction du dossier par la DESOL si accord de la MDPH pour l'aide humaine? La réponse est oui. À partir du moment où vous avez reçu votre notification MDPH, vous pouvez mettre en place votre plan d'aide humaine et la DESOL paiera de manière rétroactive sur la période notifiée par la MDPH. On a une autre question. Une fois la PCH accordée par la CDAPH et les versements commencés par la ville de Paris, s'il y a un déménagement, faut-il refaire un dossier MDPH ou juste contacter le nouveau département? C'est un cas de déménagement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En cas de déménagement, donc il faut effectivement nous en aviser, en nous fournissant évidemment la date exacte de votre déménagement, les coordonnées de votre nouvelle domiciliation et
Et dans ces cas-là, lorsqu'il y a perte de domicile, en tout cas lorsqu'il y a déménagement, nous transmettons le dossier à votre nouveau département, au département concerné. Je vais me rajouter. Les 3 mois. Voilà, mais il faut pour ça qu'on ait la date exacte de votre déménagement, puisque durant les 3 premiers mois de votre déménagement, c'est Paris qui conserve ce qu'on appelle le domicile de secours. Donc, la notification et les aides avancées seront réglées les 3 premiers mois suivant votre déménagement. Ensuite, le dossier sera transmis à votre département, votre nouveau département de domiciliation, qui prendra le relais des aides. Sachant que si vous déménagez, il faut également que vous préveniez la MDPH dont vous dépendez pour leur demander le transfert du dossier en leur fournissant le justificatif de domicile. La ville et la MDPH, nous, on communique entre nous, mais sur les dossiers, il faut vraiment que vous fassiez 2 démarches différentes. Oui. C'est que vous prévenez la MDPH et vous prévenez l'AMSU de votre changement de situation pour qu'on puisse faire le transfert de votre dossier. Votre notification reste valable France entière, la durée du droit. Si vous avez un droit jusqu'en 2030, vous n'avez pas besoin de redéposer un dossier. Par contre, si vous avez des nouveaux besoins, vous pourrez déposer un nouveau dossier dans la MDPH compétente. Donc, juste, on a parlé de la question du domicile de secours. Ça, c'est une notion qui est un tout petit peu compliquée. Donc, faites bien attention. Si vous déménagez d'un appartement vers un autre appartement, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais par contre, si vous partez, en fait, si vous vivez chez vos parents, par exemple, aujourd'hui, et que vous partez dans un établissement médico-social dans le 92, Paris restera votre domicile de secours, d'accord? Si vous étiez hébergé chez quelqu'un et que vous partez en famille d'accueil pour adultes en situation de handicap, Paris restera compétent, d'accord? Donc, tout est question de est-ce que le nouveau domicile dans lequel je vais est acquisitif de domicile de secours. Donc ça, c'est juste un peu important, mais pensez bien à faire vos changements, mais vos droits restent valables sur la durée de votre notification. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Après, c'est les départements entre eux qui se font des régularisations entre eux. Jusqu'à quand la personne était acquisitive de domicile de secours chez nous. Voilà. On a plusieurs questions, dont certaines, je répondrai à la suite. On a des questions sur les conditions de ressources, puisque même si la PCH est universelle, on a des conditions de ressources. C'est pourquoi on vous demande votre avis d'imposition. Donc, sont retenus dans les conditions de ressources, et ça c'est prévu dans notre règlement départemental, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, et les revenus fonciers. Donc, en fonction de ce niveau de ressources, dans certains cas, votre PCH peut être versé à 80% du taux notifié par la MDPH. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. La limite de revenus. Alors, c'est vrai que j'ajoute simplement que, lorsqu'on a évoqué le besoin d'avoir votre dernier avis d'imposition, ma collègue vous l'a dit, il y a un certain nombre de ressources qui ne sont pas prises en compte, mais cela dit, pour la recevabilité du dossier, nous avons néanmoins besoin de votre dernier avis d'imposition. Et on prend effectivement que les ressources rentrant en ligne de compte. Est-il une autre question? Oui, donc on a pas mal de questions sur le plan d'aide humaine, donc j'y réponds juste après. Donc je finis simplement. Donc ma petite présentation est mise en œuvre. Donc on a vu les documents administratifs nécessaires pour la constitution et la recevabilité du dossier. Simplement, une petite chose importante pour la PCH aide humaine. Lorsque vous recevez le formulaire de renseignement indispensable à l'instruction du dossier, n'oubliez pas, en tout cas, de renseigner très précisément la répartition des heures. Hein. Cela ne veut pas dire que, on vous a mis un exemple, parce que cela ne veut pas dire que si la MDPH vous octroyez 100 heures d'aide humaine, vous soyez obligé de prendre 100 heures d'aide humaine du même intervenant. Vous pouvez moduler
le nombre d'heures en respectant les 100 heures. Voilà. Vous pouvez très bien prendre 50 heures de prestataire et 50 heures d'aidant familial. Le tout est de respecter le nombre d'heures octroyées par la MDPH. Et surtout, n'hésitez pas à prévenir la DSOL par courrier, par sollicitation, par le biais de notre formulaire dédié à cet effet, de tout changement d'utilisation de votre plan ou de tout changement quel qu'il soit. Hein. N'oubliez pas de prévenir, donc d'une part la MDPH dans certains domaines, et la DSOL, puisque c'est le changement qui modifiera peut-être votre dossier. Et simplement, pour finir, vous dire que la rétroactivité, les versements rétroactifs ne seront versés par la mission comptable que sur présentation de justificatifs de dépenses qui vous seront demandés par courrier. Des questions? Je me suis pas présentée, je suis Ramona El Fadili, l'adjointe au chef de la mission service aux usagers. Donc, on a souhaité faire un petit focus sur l'aide humaine, les différents intervenants, même si Clémence en a parlé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont une PCH aide humaine, lorsque vous allez remplir votre fiche de renseignement, on vous demande si vous employez un professionnel ou un non professionnel et sur quelle quantité d'heures. Donc, on a parlé de l'aidant familial tout à l'heure, et là, ça fait l'objet d'un versement sur compte. Actuellement, le tarif, il est de 4,78 € par heure. C'est un dédommagement et pas un salaire. On vous demandera sur la fiche de renseignement qui est votre aidant ou qui sont vos aidants. Il n'y a pas de demande de justification autre que celui-là. Donc, à partir du moment où vous avez bien renseigné la fiche au moment de votre dossier à la mission service aux usagers, le versement va suivre avec la rétroactivité. Ce montant, il peut être majoré si vous avez cessé votre activité pour vous occuper de la personne bénéficiaire de la PCH. Et dans ce cas-là, je prends ma petite anti-sèche, le montant, il est majoré à 7,16 € par heure. Dans ces cas-là, on vous demandera des justificatifs, tout justificatif qui permettra de prouver que vous avez cessé ou réduit votre activité professionnelle. Vous pouvez, dans les intervenants, avoir du service prestataire. Comme le disait Clémence tout à l'heure sur l'aide humaine, la PCH aide humaine, ce n'est pas pour les travaux ménagers. Donc, c'est très important que vous vérifiez avant de signer un contrat prestataire que ce prestataire, il est habilité à intervenir auprès des personnes handicapées. C'est pas parce que vous avez un logo service à la personne qui va être dans la liste des entreprises agréées. Donc, il y a un site qu'on a mis sur notre support sur lequel vous avez tous les prestataires habilités à intervenir. Donc, le prestataire, il va s'occuper de tout, du recrutement, des salaires, du planning, et il est pris en charge à hauteur de 24,58 € de l'heure. Si vous dépassez le nombre d'heures, si vous employez plus d'heures que ce qui est notifié par la MDPH, nous ne le prenons pas en charge. Et si votre prestataire coûte plus cher que ce tarif horaire, la différence est à votre charge. Il y avait une question, Ramona, c'était sur quels étaient les justificatifs qui étaient demandés pour pouvoir prétendre au tarif majoré de l'aidant familial. On peut avoir une attestation. Alors, oui, je le laisse. Non, mais donc on peut solliciter les derniers avis d'imposition, oui, pour voir qu'il y a une diminution de votre salaire. S'il y a réduction du temps de travail, nous sollicitons une attestation de l'employeur, où généralement l'employeur précise même le motif. Hein, on a très souvent des attestations
spécifiant motif soin ou accueil de son enfant, surtout pour des enfants. On peut avoir une attestation, éventuellement, on peut avoir une inscription à Pôle emploi. Oui, ça peut justifier également. En fait, tout justificatif que même si vous jugez que c'est pas utile, mais qui peut être tout ce qui réduit votre temps de travail. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, là, il y a une petite demande de précision. En fait, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a réduit son activité, mais ça fait plusieurs années, c'était avant qu'il touche la PCH, peut-être que c'était quelqu'un qui avait un complément. Et donc, est-ce qu'il doit apporter des éléments d'il y a 10 ans, genre, il y a 10 ans, pour m'occuper de mon fils, j'ai réduit mon activité. Et aussi, comment faire pour les personnes qui sont libérées? Alors, la personne, lorsqu'on instruira le dossier, on va lui demander des justificatifs, mais on ne paiera pas la rétroactivité. Si elle a cessé ses activités il y a 10 ans, on ne reviendra pas en arrière, quoi. On ne paiera pas les rétroactivités. Non, ce n'était pas ça la question de la rétroactivité, c'était est-ce que si la personne elle amène des justificatifs qui datent d'il y a 10 ans? Non, on lui redemandera des justificatifs. Oui, mais si la personne elle a réduit son activité depuis 10 ans, et c'est toujours réduit parce qu'elle a toujours son enfant à charge, est-ce que c'est quelque chose qui peut être… Alors là, je vais vous dire, on va redemander peut-être les derniers avis d'imposition qui ne changeront pas. Oui. Donc, dans ces cas-là, on va renouveler de la même manière. Et donc, pour les professionnels libéraux, c'est beaucoup, en fait, les chiffres. Le chiffre d'affaires, en fait. Oui, voilà. On a même certaines personnes qui peuvent nous fournir, justement pour le travail libéral, des bilans comptables. Alors, on a une question, mais peut-être qu'il va falloir qu'on précise. On dit que certaines familles consomment moins d'heures que le plan PCH et profitent du versement du plan complet pour ne pas avoir de reste à charge. Est-ce normal? Alors, sachant que je vois au nom de la personne qui intervient que c'est Cap Family, donc c'est un service prestataire qui applique pour moi des dépassements par rapport aux tarifs PCH. Est-ce que vous pourriez parler de ça, que peut-être Ramona, sur les tarifs prestataires, c'est que nous, on couvre 24 € exempt, mais qu'après le reste, il est à la charge des familles. Oui. Alors après, peut-être que la situation du monsieur, c'est si la famille, elle a 100 heures de PCH, qu'elle embauche 70 heures de prestataire, et qu'elle a un reste à charge parce que son prestataire, il a 30 € de l'heure. Il restera 30 heures qu'elle se fait verser en aidant familial. Et en effet, après, elle peut utiliser cet argent d'aidant familial pour payer le reste à charge du prestataire. Ça, c'est pas gênant. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ça, effectivement. Excusez-moi, je suis le fondateur de Cap Family, donc service à la personne mandataire. Et en fait, on a eu vent de ce genre de pratique, notamment auprès de prestataires. Donc, nous, on n'est pas là pour faire la différence, tout ça, mais en fait, les familles se font verser la totalité du plan au tarif du prestataire, donc à 24,50, et profitent du reste à charge pour pas avoir profitent de la différence pour pas avoir de reste à charge. Ça, c'est pas normal. Normalement, le contrôle d'effectivité risque de les rebooter et de leur demander un remboursement, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que pour toutes les personnes qui bénéficient de virements sur compte, mais il y a aussi du contrôle d'effectivité sur CESU, après, si vous avez mal utilisé le plan d'aide et que la Ville de Paris vous a trop versé, il y aura un indu qui sera récupéré soit par récupération du versement en cours, soit par le Trésor public. Ok, merci. Et est-ce possible, on a aussi entendu parler, moi je n'ai jamais été témoin personnellement, mais de prestataires qui facturaient des forfaits. En fait, ils facturent le total du plan PCH au département. Et puis c'est tout. Que les heures aient été réalisées ou pas. Nous, on a un prestataire qui le propose c'est la Maison des Champs qui le propose dans le cadre des gardes itinérantes de nuit. Donc, c'est vraiment un cas très particulier sur un forfait de 53 heures, je crois que c'est ça. Oui. 54 heures par mois. Mais c'est uniquement un prestataire dans le cadre de garde itinérante, donc des visites de nuit qui sont normalement sur un tarif majoré
bien plus important et au final, c'est les seuls cas dans lesquels normalement il y a un forfait qui peut être appliqué. Après, je pense que le département est toujours assez vigilant sur comment les prestataires, parce qu'après, les prestataires, tu en as parlé, il y a de la télégestion qui est possible avec le département, ce qui fait qu'en fait, le versement ne passe pas par l'usager, mais directement du service payeur vers le prestataire qui va déposer ses factures. Après, si vous nous dites qu'il y a des personnes qui déposent des factures avec le nombre d'heures total de PCH et qu'en fait, ils interviennent moins, là, ça pose un problème. Mais là, c'est à part la personne ou l'usager qui va nous signaler en disant, en fait, le prestataire n'est intervenu que 30 heures chez moi, mais il me facture 50. Là, en effet, il y a un souci. Mais nous, à notre niveau. Argent public, hein. Après, mes collègues de la mission comptable sur les services de soutien à domicile sont amenés aussi à faire des contrôles et à demander les feuilles de présence du personnel pour vérifier que les horaires correspondent bien à ce qui était facturé. Très bien, très bien. Bah, j'espère qu'il y aura de plus en plus de contrôles comme ça pour éviter ce genre de risque. Et je me permets une dernière question puisque j'ai la parole. Il y a une grosse différence entre le montant de la PCH prestataire et mandataire. Nous, on trouve ça discriminatoire, évidemment, et on aimerait comprendre comment s'explique cette différence, s'il vous plaît. Alors nous, oui, c'est le législateur, c'est-à-dire que nous, c'est la direction de la cohésion sociale qui publie les tarifs et notre règlement départemental reprend ces tarifs. Donc là, je peux pas. La réponse n'est pas satisfaisante, mais on ne fait que reprendre les tarifs de la direction de la cohésion vous auriez sociale. le droit, un département aurait le droit de choisir de rembourser davantage s'il en avait un intérêt, enfin s'il trouvait ça plus juste ou quoi? On peut pas être. Je pense pas. Alors, Vu l'état des départements actuellement, je pense que dans un monde idéal peut-être, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est pas d'actualité. On n'a pas le droit de payer moins, c'est sûr. Après, je sais pas si juridiquement on a le droit de payer plus. Et effectivement, comme le dit Clémence, je sais pas si on en aurait la capacité. Ouais. Ok, merci beaucoup pour vos éclairages. Il y avait une autre question dans le chat, c'était peut-on faire un changement ponctuel pour des vacances avec un emploi direct ou un prestataire pour partir en vacances alors que quotidiennement, c'est plutôt de l'aidant familial? Oui. Alors, est-ce que je peux répondre plus précisément? J'aimerais finir les intervenants et après, je reviens sur les vacances. Donc, le service mandataire, c'est vous qui êtes l'employeur et le service, la structure, elle s'occupe de tout. Pareil, il faut vraiment être vigilant à regarder que la structure est habilitée à intervenir auprès des personnes handicapées. Pour le reste, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire vous prenez le nombre d'heures octroyées par la MDPH. Si vous dépassez, c'est à votre charge. Et si le service mandataire a un tarif horaire supérieur au montant indiqué sur la slide, ça reste à votre charge aussi. On a ensuite l'emploi direct, donc c'est vous qui employez directement une personne. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est Clémence, on n'est pas autorisé à employer un ascendant, descendant, conjoint, sauf accord express de la MDPH, en règle générale pour les plans dits lourds dépendance. Là, c'est vous qui vous occupez de tout. Vous faites les contrats, les fiches de paye, vous rémunérez la personne. C'est très important et c'est indiqué dans notre règlement départemental de déclarer l'employé à l'URSSAF. Nous, on paye charges sociales comprises et en prenant en compte les 10% de congés payés. Donc, vous avez un tarif à 19,34 € de l'heure, 20,10 € si vous avez des interventions avec des soins médicaux, notamment les soins trachéaux. Et dans ce cas-là, nous, au niveau Ville de Paris, on vous demandera de justifier que la personne que vous employez est bien formée à vous prodiguer ces soins. Donc, alors, je viens à la question du changement de plan.
à chaque changement de votre ventilation de plan d'aide humaine. C'est-à-dire, la MDPH, par exemple, vous a octroyé 100 heures d'aidant familial. Ponctuellement ou alors de manière pérenne, vous voulez utiliser un autre type d'intervenant. Vous nous le faites savoir le plus en amont possible pour que les versements partent au bon montant, c'est-à-dire qu'on ne vous paye pas moins et qu'on ne vous paye pas plus. Pour les vacances, en l'occurrence, si vous savez qu'au mois de juillet, vous allez en province, vous allez prendre un prestataire agréé, je précise, vous nous le faites savoir en amont. Et on fera ce changement de plan ponctuel. Là, pour l'instant, les gens se posent la question d'avoir accès à votre PowerPoint. Si vous restez en fin de séance, on va essayer de le mettre en ligne, mais pas sûr, pas simple, parce que pour l'instant, il n'y a que le PowerPoint, le nôtre, qui est disponible déjà sur le site. Mais au pire, je m'arrangerai pour que le PowerPoint de la ville puisse être également accessible via le site handicap.paris.fr. Donc, on va faire notre possible, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous laisse continuer. Sur les autres éléments de la PSH, pour la PSH, aide technique, charge exceptionnelle, aménagement du logement ou du véhicule, soit c'est sur présentation d'une facture que vous avez déjà totalement réglée, soit on peut directement payer le fournisseur. Et dans ce cas-là, comme légalement, on est tenu de payer uniquement le bénéficiaire, on va vous demander de remplir une autorisation qui dit je sous-signais monsieur, madame untel autorise tel fournisseur à être réglé directement pour l'achat de mon fauteuil roulant, par exemple. Nous, on a accès aux notifications MDPH, mais également aux devis. Enfin, quand je dis nous, c'est le SASA. Mes collègues mission comptable vont regarder que le matériel acheté est conforme au devis et au dossier déposé. Je m'explique. Par exemple, vous avez pris un fauteuil roulant et puis il y a un appui-tête et puis la facture arrive et il y a un joystick. Le joystick, s'il n'était pas prévu, on ne vous le prendra pas en charge. On ne prend que ce qui a ce qui a été notifié par la MDPH. Sur un matériel très précis, c'est pour ça qu'on regarde le devis et qu'on compare avec la facture. Et le montant peut être ajusté en fonction du montant réel de la facture, à la limite du montant notifié par la MDPH. Sur les autres éléments de la PSH, frais spécifiques sur coût de transport, aide animalière, comme on vous l'a répété plusieurs fois, gardez bien tous vos justificatifs. Néanmoins, s'agissant de l'aide animalière, on ne vous demandera pas de justificatif pour la rétro, le matériel pour incontinence non plus. Enfin, voilà. Bonjour, permettez-moi s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Joseph Elgrissi. Sur le surcoût de transport, la MDPH m'a accordé une toute petite indemnité parce que j'utilise mon véhicule pour emmener ma fille dans son centre d'accueil au moins 2-3 fois par semaine. Et bien entendu, le week-end, elle est avec nous. Le service comptable me demande les justificatifs d'essence qui est mis dans mon véhicule pour ça. Vous savez que les stations d'essence sont maintenant majoritairement en self-service et donc j'ai quelques soucis à obtenir un ticket et un tampon de la station de service sur ce ticket. Très souvent, il n'y a même pas un bureau. Je ne sais pas comment faire pour avoir des justificatifs d'essence mis dans mon véhicule. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Elle est en centre d'accueil de jour, du coup? Non, elle est en centre d'accueil de semaine, mais je D'accord. en semaine. Donc, en fait, on pourra avoir des attestations de sortie pour les week-ends, des choses comme ça. En fait, effectivement, mes collègues de la mission comptable, ils vont demander vraiment tout ce qui pourrait justifier du fait que vous allez bien récupérer votre fille. Après, si elle est en établissement, qu'elle sort le week-end, il y a des attestations de sortie de présence. Donc, on sait qu'elle sort le week-end. Oui. Peut-être que le mieux dans votre cas particulier, ce serait peut-être
d'appeler la permanence, j'y viens à la fin, comment nous contacter, la permanence téléphonique, et de demander un rendez-vous téléphonique directement avec mes collègues de la mission comptable, qui pourront vous donner du coup une réponse spécifique à votre cas. J'ai tous les retours à domicile par attestation trimestrielle de la part de la structure qui l'accueille, mais l'équipe comptable me demande des justificatifs des factures de carburant mis dans mon véhicule. C'est assez difficile pour moi. Oui, Donc, je comprends, bien sûr. J'essaie de trouver des fois des stations d'essence où il y a un bureau qui peut me donner un justificatif, mais c'est rarement le cas. Autrement, je paye par carte bancaire le plus souvent, puisqu'il n'y a plus de... on ne peut plus rien payer. Oui. Et donc, voilà, c'est mon souci. Mais autrement, j'ai tous les retours à domicile, mais il m'arrive souvent d'aller rendre visite à ma fille dans sa structure, de la sortir pour quelques heures pour lui faire un tour quand elle n'a pas d'activité spécifique. Et ça, c'est moi qui le fais avec mon véhicule. Voilà. D'accord. Donc, moi, je ne peux pas m'engager davantage sur la réponse et vraiment appeler notre permanence téléphonique. Et il y a des rendez-vous téléphoniques dédiés avec mes collègues de la mission comptable, du coup, qui peuvent voir de manière particulière votre dossier. Merci. On aura le téléphone en fin de... Oui. Merci beaucoup. On a quelques questions. Alors, c'est des questions un petit peu variées. Alors, il y a une question sur les paiements. En fait, c'est une personne qui a donc des charges spécifiques pour des frais de psycho. Et en fait, on lui demande de donner une facture tous les mois, sachant qu'elle a un droit pour 10 ans. Elle se pose la question de pourquoi est-ce que... comment ça se fait qu'elle doit amener une facture tous les mois et non pas juste au début Alors, pourquoi alors, que ce soit cet élément de la PCH ou d'autres, en fait, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est pour éviter les indus. On est après, parce que vous pouvez, je sais pas, être malade et vous n'avez pas vu votre psychologue ce mois-ci, ou alors votre psychologue, pour X raison, le rendez-vous est annulé, il est en vacances, je sais pas quoi. Donc vraiment, les collègues de la mission comptable, ils sont en demande de justificatif pour pas laisser courir des mensualités et qu'au bout de 6 mois, en fait, on se rend compte que en fait, il n'y a pas eu une entière effectivité une entière utilisation de ce qu'on vous a donné. Ok, nouvelle question. Quelle procédure ou quel formulaire doit-on utiliser pour demander une modulation de ces heures de prestataire ou d'aidant familial? Alors, il n'y a pas de formulaire type. Si vous voulez changer de plan d'aide humaine, vous pouvez nous solliciter soit par sollicitation sur le compte Mon Paris, soit nous faire un petit courrier. Il faut bien préciser le nombre d'heures, qui intervient et la période. Si c'est ponctuel, voilà, par exemple, on parlait des vacances tout à l'heure, voilà, du 1er juillet au 30 juillet, ça se passera comme ça. Alors après, on a donc une situation d'une maman qui donc a demandé depuis plusieurs mois, alors je ne sais pas ce qu'elle a demandé, elle reçoit toujours des CESU préfinancés, sauf que le service prestataire ne peut plus intervenir. Que doit-elle faire? Je pense qu'en fait, elle devait avoir des CESU pour payer le prestataire, mais en fait, le prestataire n'intervient plus. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour moi, je pense qu'il faut qu'elle vous sollicite le département pour demander à basculer en aidant familial et qu'elle rende les tickets de peut-être. Pareil, elle peut nous solliciter par le biais d'un petit courrier ou par le biais de sollicitation. Hein. Et il faudra restituer du non consommé. Comme ça, si par exemple il y avait un aidant familial, on pourra en contrepartie payer de l'aidant familial. Alors c'est une question, je pense, un petit peu pour MDPH et DSOL. En fait, donc il y a une personne qui a eu un aménagement du domicile avec un financement d'un monte-escalier. La MDPH a accordé une PCH, il y a le fonds de compensation qui a également pris une décision. Ça, on n'en a pas parlé, mais voilà. Mais entre-temps, le problème, c'est que la société sur laquelle on s'est basé pour faire l'étude du dossier a déposé le bilan. Peut-on changer de société et voir avec la DSOL ou faut-il refaire un dossier MDPH avec une nouvelle société et donc un nouveau devis et donc tout recommencer à zéro?
Donc, c'est pour ça que je me tourne vers mes collègues, vous ne me voyez pas, mais je vais laisser cette question vraiment complexe à mes collègues. Tout dépendrait du montant du devis, non? Du nouveau devis, Moi, je pense de la que nouvelle c'est le facture. devis, Si tu es le même projet avec un montant équivalent, je pense que ça ne posera pas de problème à la mission comptable. Non, je pense En que oui. revanche, si le montant il est différent et que le projet diffère également, là effectivement, il faudra probablement reprendre une décision au niveau MDPH. Après, le problème aussi, c'est peut-être si le montant est plus élevé que celui que vous aviez dans votre devis précédent, ça voudrait dire aussi que vous avez un reste à charge plus important. Et dans ce cas-là, il faudrait reprendre une décision pour pas que vous soyez lésé. Parce que l'objectif, c'est de pas. Enfin, on sait que c'est des aménagements qui coûtent cher, sur lesquels on ne couvre pas tout. Et donc, si le montant est plus élevé que la décision précédente, il va falloir déposer un dossier. Mais je Si pense vous qu'il trouvez faut un prestataire qui fait le même prix, dans ces cas-là, ça peut passer comme ça. Et qui fait la même chose. Qui fait la même chose La même au prestation. même prix ou moins cher. Voilà, même projet, même prix, ça ne posera pas de problème. Coût plus élevé, autre projet, là, on aura besoin d'une nouvelle décision. Alors, attends, on a beaucoup de questions. Elles ont mis du temps à arriver, mais elles sont là. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la plateforme Chorus? J'ai trouvé un prestataire aide humaine qui accepte et ne me demande pas d'avance de frais. Ne pouvant financer cette avance, j'étais bloquée et en grande difficulté. Je confirme également que d'autres prestataires contactés prélevaient l'ensemble de l'enveloppe avec des conditions très complexes de changement de volume et un surcoût horaire important. Alors, si vous avez des doutes sur des prestataires, je vous invite à faire des signalements au département, qui après, eux, ont leur propre service de contrôle des prestataires. Comme l'ont dit les collègues, c'est des prestataires qui sont agréés, d'accord? Donc, ils ont aussi des responsabilités. Donc, si vous, en tant qu'usager de ces services, vous notez des dysfonctionnements, vous pouvez le signaler complètement à la ville. Donc, qu'en est-il de Chorus? Alors, je disais tout à l'heure, on a la possibilité de payer directement le fournisseur. Dans ce cas-là, en fait, la mission comptable va communiquer au fournisseur un code, une référence qu'on appelle engagement juridique, qui lui permettra de déposer sa facture sur Chorus Pro, qui est le site national de dépôt des factures. Alors, mes collègues de la mission comptable si le fournisseur a besoin d'aide dans le dépôt de Chorus, évidemment, on a des plaquettes informatives, mais dans ce cas-là, on a aussi un service auprès de notre direction financière qui peut aider le fournisseur dans ses démarches. Alors, on a encore des questions, mais alors j'ai l'impression que c'est peut-être un peu des questions pour nous. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question de est-ce que la présentation, elle concerne toutes les MDPH ou tous les départements? Concernant la PCH, normalement, c'est national. Après, on peut avoir des différences d'interprétation des textes, mais normalement, ce que je vous ai présenté, c'est national. Par contre, là, le fonctionnement de la MSU et du SASA de la ville de Paris, c'est vraiment spécifique à Paris, d'accord? Donc, si je reviens sur les autres questions. Donc là, on a une question de la MDPH du Bas-Rhin sur les délais. Je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Si on vous a dit que le dossier allait passer en CDA le 20 novembre, eh ben, normalement, vous devriez avoir des éléments rapidement. Pour un enfant qui a un suivi ergo et psychomote, si la notification MDPH porte sur l'ergothérapie et pas sur la psychomotricité dans le cadre du montant forfaitaire et qu'une année l'ergo est arrêté, est-ce qu'on peut fournir les factures de psychomotricité ou doit-on demander une modification de la notification? Moi, je vous réponds tout de suite, il faut demander une modification de la notification. Je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous m'entendez. Il arrive, donc je me mets là, il arrive fréquemment qu'on ait des personnes qui aient de multiples rééducations. Et donc, ce qu'on fait justement pour éviter ça, on marque les différentes rééducations qu'il y a. Et même si tout est pris par l'ergo, s'il y a de la psychomote, souvent on le met aussi, même si ce sera psychomote 0, au moins si sur la notification, il y a marqué les différentes dépenses auxquelles l'usager fait face, au moment du contrôle, le département, il va lui demander des factures de psycho, d'ergo, de psychomote. Donc, il faut demander en effet une révision parce que vous risquez de vous retrouver en situation d'indu, puisque s'il n'y a que ergo qui apparaît, ils vous demanderont que des factures d'ergo. D'accord? Alors après,
De combien est le délai entre la notification MDPH et la demande de justificatif de la DSOL? Donc l'envoi du courrier d'incomplétude. Très rapide. Ah bah, Bonjour. Écoutez, on reçoit les notifications, on reçoit les notifications MDPH le lundi ou le mardi. La complétude est faite très rapidement dans la semaine, hein, très rapidement. Après, il y a une question aussi de complétude de votre côté. voilà. Oui, On attend le retour des Ouais, pièces. on attend le retour. Nous, on demande les pièces par un petit courrier d'incomplétude très rapidement dans la semaine. Et après, on est effectivement obligé d'attendre le retour des pièces afin d'instruire la notification, bien sûr. Alors, on a une question, mais on n'est pas sûr de bien comprendre. Donc, peut-être que la personne pourra reformuler. Pouvez-vous clarifier l'utilisation de la PCH aide humaine, par exemple, aide accordée volume de 30 heures et budget de 705 €, si par exemple le prestataire agréé facture un tarif horaire supérieur, mais que je reste dans l'enveloppe des 705 €, est-ce possible? Je pense que ça, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, et c'est non. Non? Non, C'est. non. Le nombre d'heures. C'est le nombre d'heures, tout à fait. Vous avez un nombre d'heures attribué. Le tarif horaire peut évoluer une à plusieurs fois par an et on ne paye pas, jamais plus que ce tarif horaire. Donc, si votre prestataire ou votre mandataire, ou même si vous employez directement une personne, vous pouvez la payer plus que notre tarif horaire, mais on ne prendra en charge que le tarif horaire prévu. Autrement dit, si je n'utilise pas toutes les heures, mais un tarif plus cher que les tarifs que tu as expliqués, eh ben, je paye quand même la différence. Oui. Même si j'ai utilisé que la moitié de mes heures. Tu continues, tu un peu de page. Comment nous contacter? Donc, vous avez une permanence téléphonique 4 matinées par semaine au 01 43 47 80 80. Donc, c'est mon service, la mission service aux usagers, qui vous répond. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils essaieront de répondre au maximum de ce qu'ils peuvent. S'il y a des questions vraiment particulières sur les versements, ils passeront la main à mes collègues de la mission comptable qui ont leur propre rendez-vous téléphonique. Vous pouvez nous saisir par voie électronique en créant un compte Mon Paris et en allant sur l'adresse indiquée sur la slide. Les délais de réponse sont de 3 à 5 jours. Donc, on vous répond assez rapidement côté instruction. Donc, vous pouvez compléter votre dossier, vous recevez votre courrier, on va vous demander le dernier avis d'impôt, justificatif de domicile, tout ça, vous pouvez le mettre par voie dématérialisée. Vous pouvez répondre à nos courriers aussi par courrier postal à l'adresse indiquée sur la slide, DSOL, Service des aides sociales à l'autonomie, 94 96, quai de la Rapée, dans le 12e. Alors, il y avait une question sur, sur les revenus, sont-ils pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre des prestations accordées PCH pour un enfant de moins de 20 ans? Comment ça se passe pour les mineurs? Les revenus de qui? Sur quoi on s'attache? On prend les ressources des parents. Oui. Alors, dans ce cas-là, spécifiquement, nous demandons l'avis d'imposition des parents et on regarde l'avis d'imposition des parents. Mais donc, tu peux peut-être rappeler que ce n'est pas les revenus de travail. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on spécifiait tout à l'heure les revenus. L'avis d'imposition nous est utile, mais nous ne prenons pas les revenus du travail, ni salaire, rien. Il y a des revenus particuliers, donc les revenus fonciers, les capitaux et les revenus fictifs, mais absolument aucun revenu lié au salaire. C'est les revenus du patrimoine. Oui. Quelqu'un me demandait, mais je vais répondre, mais est-ce qu'on peut prendre rendez-vous téléphonique pour la constitution d'un dossier? Sinon, on appelle sur la... Oui, on peut appeler la permanence. Très bien.
Donc, je suis en train de faire les démarches pour l'aménagement du logement avec l'ANA et un AMO. Il y aura un reste à charge du diagnostic de l'ergothérapeute, qui aussi est accepté, et de l'accompagnement AMO, environ 800 €, de même sur l'aménagement du logement. Est-ce que le reste à charge non pris en charge par ma prime adapt pourrait entrer dans une demande PCH? L'accompagnement pour le diagnostic ergonome. En revanche, si l'aménagement du logement n'est pas pris en compte en totalité par ma prime adapt et donc l'ANA, la PCH peut intervenir en effet. Mais attention toujours au ne pas avoir avancé de frais. Et puis, il faut être éligible à la PCH. Il faut être Ah, mais si, éligible à la personne a dit PCH. qu'elle a une PCH elle-même. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, Et nous n'avons pas les mêmes critères de subvention que ma prime adapt. C'est aussi un élément à prendre en compte. Ma prime adapt ne va pas s'attacher uniquement au surcoût lié au handicap, alors que la PCH sera uniquement sur le surcoût lié au handicap. oui, en partie, mais par contre, attention déjà à ne pas avancer de frais avant d'avoir déposé un dossier. Et après, la prise en charge sera peut-être partielle, mais quand on a de la PCH, on peut aussi avoir du fonds de compensation, etc. Donc, en effet, il y a des possibilités de financement autres. Pouvez-vous... Alors, les revenus pris en compte, c'est les personnes ont encore des questions. Donc, c'est vraiment les revenus en lien avec des biens immobiliers ou des biens, je crois, d'art, etc. Donc, c'est des personnes qui sont en fait des propriétaires terriens qui ont plusieurs... voilà, L'esprit enfin, moi j'ai compris ça comme ça. L'esprit de la loi et ce qu'a voulu le législateur, c'est que la prestation de compensation du handicap, c'est une prestation de compensation. Et on regarde pas, d'une manière générale, on regarde pas le revenu des gens. Qui gagnent très peu d'argent ou beaucoup d'argent, on regarde pas ça. C'est neutre. Par contre, l'idée, c'est qu'on va regarder les revenus du capital. Et c'est-à-dire que les gens, non pas qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont un gros capital, effectivement, ils vont avoir une PCH un petit peu minorée de 80%. C'est ça. 80%. Voilà. L'esprit de la loi, c'est ça. Il faut le comprendre comme ça. Donc, si vous gagnez très bien votre vie, mais que vous n'avez pas de capital, vous aurez 100% de PCH. Si vous gagnez pas beaucoup d'argent, mais que vous avez un gros capital, vous pourrez descendre. Et je les connais pas, moi, j'ai pas une idée, mais tu me disais que c'était quand même des montants très élevés. Voilà. Et donc vraiment l'idée c'est que la PCH elle n'est pas fondamentalement liée au revenu. Voilà. Mais nous on est obligé de vous demander les avis d'imposition parce que c'est la loi et on est obligé de vérifier cette condition. Alors on a encore deux questions puis après on va peut-être mettre fin à ce temps d'échange. Alors en cas de changement de département, est-ce que le nouveau département verra le même montant de la PCH aide humaine et élément 4 en cours de paiement sur Paris? Donc, la question, c'est si j'ai un droit, en fait, c'est que le département, en fait, il va appliquer les notifications MDPH. Oui. Donc, si vous utilisez toujours, enfin, si vous avez tout mis en aidant familial, le tarif, il est national. Hein, donc, c'est 4,78 € que vous habitiez à Lyon ou à Paris. Donc, si vous avez le même plan d'aide en place, il n'y a pas de raison que votre paiement soit différent. Après, il peut y avoir un peu de délai sur la mise en œuvre entre les départements. Nous, quand on transmet le dossier, on transmet évidemment les notifications PCH. Hein, donc, il peut y avoir un petit délai, effectivement, de traitement et de paiement, mais on transmet la totalité de votre dossier. Hein. Sachant que si vous déménagez, on reste compétent 3 mois pour éviter justement une rupture des versements. Alors, il nous reste deux questions. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre le fond de la question. Peut-on faire une demande de rétroactivité pour la rémunération de l'aidant familial? Car j'ai oublié de le demander lors de la constitution du dossier et la PCH aide humaine prend fin au 31 janvier 2026. Donc, si je comprends bien, peut-être que vous aviez mis en place du prestataire, mais que vous n'avez pas utilisé la totalité de vos heures. Et donc, vous vous posez la question de si vous pouvez faire une rétroactivité sur les heures non consommées en prestataire en aidant familial. Est-ce qu'il y a une possibilité de rétroactivité? Et si oui, jusqu'à quand?
Ça va être difficile de répondre à la place de mes collègues Ouais. de la mission comptable, sachant que normalement, les changements de plan, bien sûr, vous y avez droit, mais vous êtes censé nous prévenir en amont, ou en tout cas au moment où ça démarre. Donc, Mais là, particulièrement, ça pourrait faire l'objet d'une prise de rendez-vous avec notre service de mission comptable. Donc, dans ces cas-là, il faudrait que vous nous appeliez lors de notre permanence et on fixerait un rendez-vous téléphonique avec le service compétent, hein, je pense. Ok, donc dernière question, et ça c'est plus pour la MDPH, donc c'est parfait, après je reprendrai la main. Donc pour quelqu'un qui a 60 ans et qui est bénéficiaire de la CTP depuis de nombreuses années, peut-il maintenant opter pour la PCH ou bien doit-il basculer sur l'APA? Il peut faire une demande de PCH puisqu'il y a droit. Après, être bénéficiaire de la CTP ne veut pas dire être éligible à la PCH aide humaine. Et sachant que la PCH et l'APA ne sont pas cumulables, mais là, le choix entre l'APA et la PCH se fait directement auprès du département. Ce qui est bien, c'est que contrairement au complément et à la PCH qui sont payés soit par la CAF, soit par le département, c'est compliqué. Là, tout est payé par le département. Donc, de toute façon, le dialogue est beaucoup plus simple, même si ce n'est pas forcément dans le même service. Donc, la personne peut à la fois faire des démarches pour demander une PCH pour voir quels seront ses bénéfices, faire une demande d'APA et après opter pour l'APA ou la PCH. Je reprends un petit peu la main après ma collègue. Lors de votre demande, si vous avez déjà d'une part une PCH et vous demandez l'APA, lorsque les dossiers sont instruits par le même service, donc la mission de service aux usagers, avant que nous instruisions, nous prenions une décision, nous vous envoyons ce qu'on appelle une lettre de choix précisant les aides accordées actuellement, ce dont vous bénéficiez, et faire une simulation de ce dont vous pourriez bénéficier au titre de l'APA. Et donc, on vous demande de nous retourner un petit imprimé en cochant simplement « opte pour l'APA » ou « opte pour la PCH ». Et on instruit en fonction de votre choix. Hop. Arrêtez le partage. Bon, j'espère que ça a été pour tout le monde, que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette prestation bien complexe qu'est la PCH, que le circuit du dossier est un petit peu plus simple pour vous. Sachez qu'on travaille en lien avec le département sur un moyen de simplifier et de mieux comprendre les choses. Il y a un guide un peu explicatif non pas en FALC, mais en tout cas plus accessible sur ce qu'est la PCH qui est en cours de finalisation pour garder ça en tête et avoir un peu des éléments réguliers. J'espère que vous repartez avec plein de réponses à vos questions. Donc, le PowerPoint PCH est déjà sur le réseau, enfin sur le site internet handicap.paris.fr. Je vais faire le lien avec mes collègues de l'informatique pour remettre également le support de formation de nos collègues du département. Je vous souhaite à tous, et tu as mis le lien de... Voilà, il y a un questionnaire de satisfaction que ma collègue vient de mettre en ligne, donc n'hésitez pas à y répondre si vous avez le temps. Un grand merci à tous et à toutes. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.